Non, c'est pas moi le patron. C'est toi le héros. Donc, je commencerai pour remercier la présence. Je commencerai pour remercier votre présence. Et je veux dire que je suis très honoré d'être ici, un lieu chargé d'histoire. Et aussi d'avoir dans ma compagnie à Pierre Rivas quelqu'un que j'ai connu. Évidemment, on ne présente pas Pierre Rivas, mais c'est quelqu'un que j'ai connu en 88 au Centre Georges Pompidou dans la revue Europe. Il présentait rien qu'à Fernando Pessoa. À tel point que je lui dirais à lui, s'il ne se croit pas un hétéronyme de Fernando Pessoa. Il y a déjà beaucoup trop d'hétéronymes, ça crée un théâtre de confusion, un nid de vipères. Donc, laissons les hétéronymes et revenons à Fernando Pessoa lui-même. Mais je crois qu'on est ici pour parler de la poésie d'Alejandro Calderón. On va laisser le cher Portugal et on va retrouver le Pérou de ton enfance. Et pourquoi est-ce que tu as quitté le Pérou de ton enfance? Dès tout petit, lorsque je voyais le ciel étoilé de ma ville natale, Arequipa, imaginez une ville dans la chaîne centrale des Andes, où tous les jours il y a du soleil. Mais lorsque vous vous réveillez, il y a des volcans, il y a des tremblements de terre. Toujours, il y a des tremblements de terre. Lorsque je suis né, il y avait eu des tremblements de terre. Donc, si on me va poser la question plus tard, quel est ton rapport avec César Vallejo? Je répondrai tout de suite que César Vallejo, lui, il est né lorsque Dieu était malade. Moi, quand je suis né, la terre a tremblé. C'est pourquoi tu as cette vocation à la poésie. Alors la question c'est, pourquoi écrire encore de la poésie? Oui. Écrire encore de la poésie. En effet, nous ne pouvons pas écrire des livres de cuisine. Nous ne pouvons pas écrire des romans contemporains. La fragilité de l'existence et l'instant fugace que nous sommes m'ont plongé dans sa notion de nostalgie. Et pire, si on est latino et péruvien. J'ai dû ourdir un radeau d'images plus léger que celui de Jéricho. Ainsi, j'ai pu traverser le temps et pas mal de cauchemars du quotidien. Pourquoi la question m'interpelle depuis longtemps. Il y a de grands poètes latino-américains depuis le 19e siècle qui viennent à Paris et créent des revues fondatrices, Rubén Darío, César Vallejo, César Moro, et toi-même, tu as donc créé une revue à laquelle j'ai collaboré. Pourquoi créer une revue de poésie latino-américaine à Paris? Est-ce que Paris est un lieu d'exil qui exacerbe la volonté poétique? Et quel public peut-on attendre quand on vient d'un pays comme le Pérou? Et justement, pour commencer, pour répondre à cette question, c'est que je salue la présence ici de Pepe Velarde, qui est un poète péruvien, qui lui, il a créé comment ça s'appelle, avec moi évidemment, mais c'est lui qui a eu l'idée de créer Incari. Oui. Et après, c'est bifurqué chez Motrevo à Borges, et ça bifurqué en Espiral Incari. Ça c'est dit. Et donc, qu'est-ce qu'on a voulu? Oui. En faisant une revue pareille, on a voulu réaffirmer le vocable poiesis. Qu'est-ce que c'est le vocable poiesis? Élan.
fulgurant, existence. Et puis on a voulu aussi dépasser les stades binaires de ceci et cela, de ceci et cela. Donc on a voulu une certaine transcendance. Et justement, en faisant ça, on a participé à la vie culturelle de Paris, de la France. Donc l'esprit, c'était arrondir de plus en plus les langues latines. Oui. Donc je me souviens très bien que tu as présenté la revue, le numéro 5, à l'Union latine à ce moment-là dans le 4e arrondissement. Oui. Pourquoi est-ce que tu n'as pas écrit de poèmes en français? Je pense à des gens comme César Moro, par exemple, qui ont passé au français. Tu as échappé à... Non? Et disons que il y a Rubén Darío. Oui. Il y a Rubén Darío qui dit ma terre, c'est ma terre, et puis mon amante, c'est la France. Oui. Et moi, je dirais plutôt mon berceau, c'est l'espagnol, on ne peut pas l'échapper. Et puis, mon épitaphe, ça sera la France. J'ai juste un petit poème, si jamais ça ne vous gêne pas, je peux le lire. Ah ben on attend ça avec beaucoup d'intérêt. Oui. Donc, pour mon prochain livre, j'ai certains poèmes sont venus directement en français. Et je l'écris directement en français. Et c'est moi qui fais la traduction. Ils sont petits. Enfin, oui. Ils sont pas beaucoup. Et donc, ce petit poème, il est là. Je suis désolé pour mes lunettes. Donc, quel est le rapport avec la France? Donc, ce petit poème, donc, je disais que mon berceau, c'est la langue espagnole et mon épitaphe sera la langue française. Donc, c'est dans la rivière qui s'étend dans les sommeils. Il y a une pause pour le vide et la contemplation. La passe blanche et sa chute vers l'infini et son reflet qui ne finira jamais. C'est très beau. Est-ce que tu veux que nous lisions, j'aimerais beaucoup, mais je ne sais pas, que nous lisions ton texte, ton poème, ta dédicace à notre ami Americo Ferrari. Oui, je t'attends. C'était, je peux le lire. Bien sûr. Americo Ferrari était un collègue que j'ai connu à l'université de Lima, qui a été un grand professeur de littérature et qui a été aussi un poète inspiré. Quelque chose de cette image un peu réductrice du poète latino-américain errant dans les rues de Paris la nuit, solitaire, fidèle en même temps à l'essence de la poésie, et c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Et dans son recueil, donc Tsunami de la lumière, Alejandro rend hommage à Americo. Je vais lire ce texte en français. Il est de mars 2016 et il sert en somme à la fois de dédicataire et d'hommage et de génie tutélaire à la poésie de notre ami. C'est un texte où Alejandro fait un peu un retour sur lui, sur la difficulté qu'ont connue les poètes américains à Paris, et aussi sur la reprise de son inspiration. Americo, après avoir vécu des années dans l'obscurité, entraîné par l'alcool et les maladies, l'abîme a été mon nid. Depuis 1996, date de la publication de Desde la Penumbra, mon 3e livre, titre que tu m'as soufflé, je n'ai pu me maintenir dans la création. Mais avant d'avoir 50 ans, j'ai décidé de visiter l'Italie, terre de tes ancêtres, et le fruit de ce voyage, c'est ce recueil de poèmes qu'à présent je te dédie.
Un après-midi, dans le forum romain, perdu dans les pas du temps, absorbé par l'immensité insondable, j'ai été bercé par la cadence insurmontable du premier vers de Tsunami de la Luce. J'ai ici, me suis-je dit, l'exploration perpétuelle, patrie du barde, puisque le langage est seulement l'étincelle de sa pierre primitive. 3 jours plus tard, déjà à Florence, dans le palais Pitti, ferait irruption le premier vers du second poème de ce livre, son surgissement instantané et fugace. J'ai réussi à le consigner, c'est vrai, avant qu'il ne se dilue ou que ma raison ne se perde définitivement. Casa de Nadies, maintenant le poète Ferrari, à orillas del aire, dans la Casa de Nadies, submergé par les écorces de l'immatérialité. Dis-moi qui fut celui qui fut véritablement l'auteur d'une saison en enfer, Trakel ou Rimbaud. Problème de l'identité du poète, Trakel ou Rimbaud, mais toujours dans la lignée de la modernité. C'est un des thèmes qui te travaille, je crois. Oui. Dans quelle lignée poétique tu te situes? La question est très abstraite, mais péruvienne, française, latino-américaine. Et justement en restant dans le texte, enfin dans ce que tu viens de lire, je dirais que je me situe actuellement entre Baudelaire et aussi et l'auteur italien très connu, Canti, Leopardi, Giacomo Leopardi. Oui. C'est des auteurs que j'aime énormément. J'ai essayé d'aller plus loin qu'eux. Si tu me permets, on peut lire un poème? Oui. Il s'agit du recueil Tsunami de la lumière, traduit par Nelly Détray avec la collaboration d'Evelyn Spacer. Sans la collaboration. La collaboration? Oui, donc, tu lis le... Oui, c'est quelle C'est la page? page 57. 57, oui. Pardon. Je commence l'espagnol. Si tu veux, oui. Donc, en parlant des influences, donc, ce que tu viens de dire, c'est que... Enfin, on est ici tout le temps. Ça non, autre chose. On devient soi-même tout le temps. Voilà. Avec le temps. Donc, viento solar. Boga la luz a su fin, diluyendo el aire fresco. Fugaz desborde de su imagen, desprende su brisa peregrina en la imaginación. Su linde platino, entre chorros de humo, fluyendo al margen lívidos reflejos, suspende en su iceberg los sentidos. Se acanala en vísperas violetas y solitario negro, horadando aventurado espejismo, emite consonantes añiles con anhelo. Fumarolas de hielo y agua, vertientes de frugal sanguina, convulsas las horas, nos arrastra la presión del viento solar. Vent solaire, vague la lumière à sa fin, diluant l'air frais, fugace, débordement de son image, libère sa brise, voyageuse dans l'imaginaire. Sa lisière platine, entre des jets de fumée, fuit au bord de livide reflet, suspend en son iceberg l'essence. Il se mêle en vieille violette et solitaire noir, perforant un hasardeux mirage, émet des consonnes
indigo avec désir, fumerolles de glace et d'eau, versant de fragiles sanguines, convulseux les heures, nous emporte la pression du vent solaire. Justement, en parlant on était tout à l'heure à Rome. Il y a pas mal de gens qui sont passés par Rome. Et pour moi, c'était comme une sorte d'une renaissance parce que en 96, j'avais fini d'écrire mon troisième livre. Et celui-là, celui qu'on est en train de lire, quelques poèmes, il est venu 20 ans après. Donc, il faut imaginer Rome, mon Dieu. C'est beau, c'est très beau Rome. Et donc, ce poème-là, ce premier vers, a été écrit, ça a été donné pour ce qui est en face du Colisée romain. En el Foro Romano, on va le lire. Donc, alcantarillas de météores. J'ai eu que le premier vers. Après, j'ai dû travailler énormément. J'ai eu que le premier. Ça peut être aussi une définition de Rome. Quevedo a écrit, pas mal des écrivains ont écrit sur Rome. Donc, c'est alcantarillas de météores. Expansion. C'est le premier vers. Oui. Expansión diáfana de la penumbra, polarizando tenue luz de cuarzo blanco, escalonada por alcantarillas de meteoros, foro de poliedros, orquídeas, rombos, cilindros, abnegación pendiente de la cascada, lampadario de sauce, fijando el aire, elevando el devenir para mitigar la ausencia de otoño, con sosiego que estatuye lo bello, donde madura la cadencia evanescente de fuego, acrecentando la simetría de veleros de lavanda, sílaba diáfana de la cascada. Aqueduc de météores, expansion diaphane de la pénombre, polarisant une fine lumière de quartz blanc, échelonnée par des aqueducs de météores, forum de polyèdres, orchidées, losanges, cylindres, abnégation suspendue de la cascade, lampadaire d'une seule fixant l'air, élevant le devenir pour atténuer l'absence d'automne, avec la sérénité qui dirige le beau, où mûrit la cadence évanescente d'un feu, accroissant la symétrie de voilier de lavande, syllabe diaphane de la cascade. Puisqu'on est lancé, on continue avec, oui. Avec l'absolu. La pagina 36. Pardon, 35. Rien que ça, l'absolu. El absoluto. Pelusa de espuma. Afloja su tacto de azucena, vertiendo el devenir en la ronda de la mariposa ligera de la vela, desfigura el absoluto, sin afluente en la contemplación de sí mismo. Sus edades anquilosadas en el ancla del crepúsculo, desatadas de la acústica de su desplazamiento, tallan fonemas en fructuosos leopardos. Esquilmado en el color del bambú, enmohecido de tonos evanescentes y fugitivos, hace alarde con recelo de escarlata en las ruinas de zozobra de la vida. L'absolu. Un duvet d'écume d'hélice sont touchés de lys,
versant le devenir dans la ronde du papillon léger de la vieillesse, il défigure l'absolu, sans affluent dans la contemplation de lui-même, ses âges ankylosés dans l'encre du crépuscule, détaché de l'acoustique de son déplacement, sculpte des phonèmes sur des léopards fluctuants. Récolté de la couleur du bambou, rouillé des tons évanescents et fugitifs, il fait étalage avec un soupçon d'écarlate dans les ruines d'angoisse de la vie. Il y a encore un autre? Si tu veux, Donc on y va la page 40. on peut peut-être poser des questions à la salle éventuellement, mais on peut continuer de bavarder entre nous, c'est toujours inutile, mais... Et donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai connu Pierre Rivas à Pompidou. Mais micro. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai connu Pierre Rivas à Pompidou, comme pas mal de gens, avec je suis très honoré qu'ils soient à côté de moi. Et justement, il faisait dans la revue Europe, on y parlait tout à l'heure, un grand numéro sur le grand poète péruvien César Vallejo, dont je vous conseille de... Oui, qui est un numéro remarquable. C'est un des derniers numéros qui vient de sortir. C'est un numéro exceptionnel, ouvert Jean-Baptiste Parra, qui est un garçon véritablement inspiré. Elle a mis beaucoup de sa séduction, de ses inquiétudes, de ses orientations. Par exemple, Vallejo en Russie, c'est des choses qu'on n'avait pas travaillées. Et surtout, l'essentiel de Vallejo, dont le nom est lié à Paris. Moriré en Paris con aguacero. C'est une des marques qui définissent la destinée du poète latino-américain, et la mort à Paris. Mais tu revivras à Lima, mon ami. Oui, et donc je disais simplement que grâce, je ne sais pas si je vais répéter ça, et grâce à Álvaro Mutis, poète colombien, oui, que j'ai eu l'honneur de connaître Pierre Rivas, et que c'est Pierre Rivas qui m'a mis en lien avec Américo Ferrari. Et après Américo Ferrari, c'est enchaîné avec des autres écrivains. Oui, ça fait une constellation de poètes qui sont pour nous, Français et Parisiens, très émouvants. Qu'est-ce qui les attire ici? Ils ont une vie relativement stable là-bas. Ici, ils sont tentés par le déracinement et Alejandro le dit dans ce beau poème dédicataire qui ouvre le recueil à propos d'Américo Ferrari. Il y a comme une espèce... Le déracinement crée chez eux comme une espèce de dilatation de l'expression poétique. Et je crois que Álvaro Mutis, qui lui est resté fidèle Non, il n'est pas resté fidèle à son pays natal puisqu'elle a vécu une bonne partie au Mexique. Ça a été un de ceux qui ont bien montré la dilacération de cette poésie. Et s'il fallait chercher un équivalent français, c'est un poète que j'aime beaucoup, qui est resté aujourd'hui encore un peu dans l'ombre parce qu'il n'aimait pas la lumière, c'est Valéry Larbaud. Ça a été un des poètes vraiment qui a alimenté, aiguisé, aimanté cette tradition poétique. Nino. Je m'attendais à ça. En effet, j'essaie d'arpenter le vide de moi-même. L'échelonner avec l'élaboration lente, ardue des images, le précipiter dans le rythme du poème, pour l'ensemencer du scintillement de mon esprit, éclat des cycles cosmiques, toujours le pollen de l'espérance dans le germe d'ombre que je serai. Si ça ne te gêne pas, Béliard, la page... C'est la page, oui. C'est 42. 42. Donc, Jouis Seigneur.
à Sylvia Whitman. Je ne sais pas s'il est là. Yace el ruiseñor sobre su balsa de canela. La corriente refleja su rubí, mas no lo mueve. El alma siempre huye el dolor porque le es ajeno. Pero el fin de sus trinos lo escuchará sola entre las sombras, dejando la nostalgia, color perdiz en la marea. Rocío de la visión que se disipa, su canto atenúa fragmentos de ansia y arenisca, borra el mercurio del tránsito de los segundos, desencofra la epifanía agreste de Diorita, da ilusión y deseo de consenso. Rossignol, ça fait penser à une chanson espagnole, Rossignol que vas a Francia. Et on retrouve donc les correspondances entre Gilles Rossignol sur son radeau de cannelle. Le courant reflète son rubis sans plus se mouvoir. L'âme toujours fuit la douleur parce qu'elle lui est étrangère. Mais la fin de cette rille, elle l'écoutera seule parmi les ombres, laissant la nostalgie couleur perdrix dans la marée, rosée de la vision qui se dissipe. Son chant atténue les fragments d'anxiété et de grès, chasse le mercure du passage des secondes, dégangle la révélation agreste d'une diorite. Il donne illusion et désir de consentement. Je voudrais saluer les traductrices. Tu as été traduit par de grands noms. Il faut penser avoir une pensée émue ici pour Claude Couffon. C'est justement Pierre, Claude Couffon. C'est un grand traducteur. Il a été le traducteur de Alejandro. Il nous a quittés trop tôt et nous lui devons beaucoup. Oui, justement, Couffon. Claude Couffon. Pardon. Justement, Claude Couffon. Je disais à l'époque, il y a 20 ans, je pense, il y a un peu plus de 20 ans. Je disais, Claude Couffon me disait, mais qui sera dans la présentation? Je lui dis, écoute, il y a toi, il y a évidemment, il y a Pierre Rivas. Ah bah c'est bien, Pierre Rivas, il est bref. Il est bref, il est bien, il est concis, je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas comment il fait. Il est bref, il est concis, et il a comme une sorte de un vouloir d'effacement complet de lui-même. Pourquoi Mais parce que je ne suis que l'humble émissaire, l'humble traducteur, celui qui s'efface devant l'œuvre et qui essaie de la faire vivre, et j'ai plaisir ce soir à faire vivre et résonner ta poésie. Dis-moi, quelle serait la trajectoire de ta poésie? On n'a pas parlé des premiers recueils. Qu'est-ce qu'il y a de neuf, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce recueil par rapport à ce que tu as écrit auparavant? C'est compliqué comme question? Non. Je dirais plutôt que Michel Foucault, dont il y a pas mal des amis que je vois ici qui ont assisté à ces cours au Collège de France. Michel Foucault parlait de rupture, oui, curiosité et innovation. Oui. Moi, je changerais juste curiosité. Parce que ça me semble un peu trop féminin. Je dirais plutôt exploration. Très bien, c'est très bien. Oui. Et donc, ce nouveau livre-là, je suis allé le chercher. Comme tu as lu tout à l'heure, je suis allé chercher jusqu'à Rome, enfin Florence. Oui. C'est comme une renaissance pour moi. J'ai essayé par tous les moyens. Je me suis donné une discipline. Et c'est pour ça que je parle des sonnets. Oui. Puisque
Ça aurait pu être comme des haïkus. 3 vers, 4 vers, évidemment, il serait mutilé par 3 le livre. Il est vrai qu'il est un peu mince, mais ceci dit, ça m'a donné une discipline. Il me dit, Alejandro Magno, tu écris ça, mais tu te réveilles à 5 heures du matin tous les jours pendant des années, ce que j'ai fait. Tu supprimes l'alcool, je l'ai supprimé. Et donc ce livre-là, ça a été pour moi, c'est une renaissance. En même temps, ça m'a propulsé à mon prochain livre qui s'appelle Crépuscule des dieux. Ah ben tu vas nous dire 2 mots de ce prochain livre. Et les 2 mots, je viens de lire déjà quelques... oui, d'accord, oui. Quelques vers. Oui. Et puis, c'est vrai que ce livre-là, c'est vrai que ça marque une rupture dans ma poétique. Mais ça me lance pour mon prochain livre. Parce que les gens ont été habitués à, comment ça s'appelle, à pas perdre le fil, à pas perdre le sujet. Oui. Et là, dans ce livre-là, il y a plusieurs sujets, mais à la fin, il se rejoint. Il y a comme des morceaux. Eh bien, je me réjouis de savoir que tu reprends le fil de la poésie que tu avais apparemment quitté trop longtemps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'on peut répondre à notre ami? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a une chronologie dans l'ensemble de son œuvre? Non, en effet, et c'est une question intéressante. D'abord, comment tu situes ce livre dans la trajectoire de ta poésie? Est-ce que c'est une continuité, une rupture? Tu l'as dit déjà, mais tu es tout à fait à l'écart des courants de poésie sociale, contestataire, qui ne sont plus très à la mode nulle part et pas même en Amérique latine. Tu n'as jamais trop sacrifié à cela. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent dans ton dernier recueil? Peut-être de constant. Et je dirais que c'est une démarche assez spéciale. Il y a des fragmentations. Par exemple, on va lire ce poème-là qui... Oui. Quelle pagina? 39. Dans plusieurs dans ces poèmes-là, celui-là, il est né d'un rêve. Mais le rêve, évidemment, ou la vision en elle-même, elle n'est pas kilométrique. Oui. Comme bien l'aurait voulu poète anglais Blake. Oui. Non, elle est juste fugace. Il est fugace, la vision. Donc, ce poème s'appelle Hasard. À Jane Makowski. J'ai eu que les premières images. Pende el albur de mariposas sobre aplacada seda de agua. Su borboteo de luz modifica la materia negra. Canta el espíritu con letra pura, erosionada del jaspe de sus venas. Espada de coral en su afán de fuego. Fragua en sus cenizas. Despierto vocabulario. Activa el amarillo soberano del tigre. Endulza la esfera de la manzana. Impreso en el vaho del samovar. Sobre reflejos de papel de seda. Esculpe claro de luna. Hasard. Suspendu le hasard de papillons sur une calme soie d'eau, son bouillonnement de lumière modifie la matière noire, chante l'esprit en lettres pures érodées du jasme de ses veines, épée de corail en son ardeur de feu, forge dans ses cendres un vocabulaire éveillé,
active le jaune souverain du tigre, adoucit la sphère de la pomme, empreint dans la vapeur du samovar sur des reflets de papier de soie, sculpte un clair de lune. Quel est ton rapport, pardonne-moi, mais la poésie est si cristalline chez toi ici avec Eguren, qui est un poète trop peu connu en France? Eguren, évidemment, je l'ai lu. Et on parle pas beaucoup de lui. Non. Eguren, on parle pas beaucoup de lui parce qu'évidemment, il y a après il y a Vallejo. Oui. Et Eguren, c'est un poète, ce qu'on dit symboliste. Mais dans des images, des fois, il touche l'enfant. Oui, oui, c'est un poète cristallin, oui. Et on trouve quelque chose de cette évidence tranquille dans ton dernier recueil qui refuse tout éclat, tout tape à l'œil, une très grande discrétion qui est à la fois éthique, morale et poétique, bien entendu, quelque chose d'une attention discrète à la vie. Le prochain recueil? Le prochain recueil, il est déjà fini. Oui. Et tu as trouvé des traducteurs? Pas pour l'instant, je le publierai qu'en espagnol. Oui. Et puis je suis en train de juste polir, oui. Affiner. Et puis on verra. Mais c'est merveilleux, donc tu as encore une longue carrière devant toi. Quelle est la réception de ta poésie? Ça, c'est un problème pour les écrivains latino-américains en exil au Pérou. Est-ce que tu es lu? Est-ce que tu as des relations avec le poète péruvien? Est-ce que tes livres circulent là-bas? Vraiment, je veux dire que je crois que je n'ai aucune relation, je n'ai aucun reflet, aucun écho. Et peut-être quelqu'un d'admirable, c'est, je pense que tu dois connaître parce qu'il t'a dit bonjour, grâce à Goran Tosilova qui est ici avec nous, qui est à ma droite. Il m'a mis en contact avec Pérez Hildebrando. Si. Oui. Il ne connaît pas tellement parce que mon ouvrage, en fait, elle reste assez confidentiel. Mais il faut établir des ponts, c'est ça la difficulté. Oui, c'est ça. Ouais. Il faut être là. Il faut être, oui, comme vous dites. Mais oui, c'est ça, il faut être là, oui, bien sûr. Oui. Et voilà, lui, c'est Goran Tosilova. Bien, mon ami, je ne sais pas ce que je pourrais encore te faire dire. Peut-être, si tu veux bien, il y a un livre, il y a un poème qui retrace un petit peu ma vie à Paris. Oui. On peut le lire pour peut-être conclure. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des tertulias de poètes péruviens à Paris, des groupes, des rencontres, qui ne soient pas officiels, qui soient des lieux où la bohème péruvienne se rencontre, si la bohème existe encore en France? La bohème, elle est toujours là où elle est. Oui. On va la laisser tranquille. Ceci dit, on va lire le poème Souvenir. Que pagina? Et la page 13. Oui. Qui retrace un petit peu la vie des artistes latino-américains. C'est un poème que je l'ai mis là pour donner un peu plus d'espace au livre, n'est-ce pas? Pardonne-moi, tu m'as dit que c'était quelle page? 13. 13? Oui, au début. Souvenir. A Evelyn Especer. Yo era muy joven. Estaba cansado y me costaba soportar el desastre de los días, refugiándome cada vez más en una quimera. Encerrado en mí mismo,
debajo de mi propio ser, sentía que el destino me había condenado para siempre. Todo esto sucedía en mi pequeño cuarto parisino, donde, postrado entre las sábanas, en más de una ocasión inventaba un diálogo importante para olvidar algunas pesadillas. En realidad, tenía miedo de vivir una alegría profunda, ya que después venía siempre la caída. Curiosamente, no resentía ninguna pena, solamente la tristeza de mi juventud, que se apartaba de su ciclo natural. Y el sol, tan benéfico para las cosechas, ya no calentaba mi piel. De esta manera vivía yo en un velo de oscuridad, oponiéndome radicalmente a la muerte, como un murciélago literario. Pero sin darme cuenta que había dejado de amar la vida cuando jugaba en las cejas blancas del tiempo. Oui. Mi cuarto era tan pequeño que parecía un acuario de soledad. A medida que ésta aumentaba, los muros se encogían hasta convertirse en féretro. Y cuando quise levantarme, ya era demasiado tarde. Quería tener sed, mas carecía de garganta. En fin, siempre quise ser yo mismo, pero terminé atrapado en mi propia trampa. De pronto, algo se escapó de mí. Era como un círculo frágil, radiante de luz, que se iba por la ventana, arrastrado por el viento, convertido en paloma, se despidió de mi sombra. Desde ese entonces, vivo como un impostor, aunque no busco a ningún Dios como los otros, sino es mi propio espíritu, que un día me abandonó para dejarme en una indecible angustia. Pero los años me han enseñado a percibirlo en un acto generoso, a rodearlo en las palabras con amor, a verlo en un lago imaginario, a llenarme de él con una imagen maravillosa, reflejo del deseo, centella del espíritu. Estrasburgo, 22 de agosto 1994. Souvenir. J'étais très jeune. J'étais fatigué et ne supportais plus le désastre des jours, me réfugiant autant que je le pouvais dans une chimère. Enclos en moi-même, au-dessous de moi, je pressentais que le sort m'avait définitivement condamné. Tout cela se passait dans ma petite chambre parisienne où, plus d'une fois, prostré dans mes draps, j'inventais un dialogue important pour oublier quelques cauchemars. En réalité, je craignais d'éprouver une joie profonde, car après venait toujours la chute. Curieusement,
je ne ressentais aucune peine, seulement la tristesse de ma jeunesse qui se détachait de son cycle naturel. Et le soleil, si bienfaisant aux moissons, ne réchauffait plus ma peau. Ainsi, je vivais dans un voile d'obscurité, m'opposant radicalement à la mort comme une chauve-souris littéraire, mais sans me rendre compte que je n'aimais plus la vie quand je jouais dans les sourcils blancs du temps. Ma chambre était si petite qu'elle ressemblait à un aquarium de solitude. Plus celle-ci augmentait, plus les murs se rétrécissaient jusqu'à devenir cercueil. Et quand je voulus me lever, il était trop tard. Je voulais avoir soif, mais je n'avais plus de gorge. Enfin, je voulus toujours être moi-même, mais j'étais près de mon propre piège. Mais soudain quelque chose s'échappa de moi. C'était comme un cercle fragile, rayonnant de lumière, qui s'en allait par la lucarne, happé par les vents, devenu colombe prenant congé de mon ombre. Depuis ce temps, je vis comme un imposteur. Quoique je ne cherche pas un Dieu comme les autres, si ce n'est mon propre esprit qui m'abandonna un jour pour me laisser dans une indicible angoisse. Mais les années m'ont appris à le percevoir dans un acte généreux, à l'encercler dans les mots avec amour, à le voir dans un lac imaginaire, à m'emplir de lui dans une image merveilleuse, reflet de désir, étincelle de l'esprit. C'est un poème magnifique. C'est une sorte de testament qu'un jeune homme encore écrit, une espèce de recours à un temps désespéré et peut-être aussi un salut au temps à venir. C'est un très beau poème et qui dit ainsi la déréliction qu'a vécu un poète qui a traversé des épreuves et que l'écriture essaie de redempter. Merci encore, mon grand ami. C'est admirable. Merci, Alejandro. Merci. Oui. Oui, bien sûr. Est-ce que donc, je ne remets absolument pas en contre le génie du poète, hein, mais peut-on être génial et cependant très machiste? Peut-on être génial? Et cependant très machiste. Ah, madame, je ne vois pas en quoi cette poésie est machiste, vraiment. Vraiment pas? Mais Oui, mais Il faut être une femme, peut-être, pour voir ça. Oui, mais il faut savoir aussi où l'ombre du poète se place. c'est vrai. Mais aussi ne pas présenter sa traductrice, je pense que c'est du machisme. Ah, Ah, mais, d'accord. madame, je m'en vais. Est-ce que je peux savoir votre nom? Mais certainement, je suis Nelly Détré. Ah, la bonne, vous êtes la traductrice, en effet. Non, je vous ai cité. Certainement, mais il ne m'a pas présenté quand même. Ça aurait été le moindre des choses. Allez, présente madame. Et peut-être que madame Spacer est là aussi? Alors, la collaboration Mme Spacer est très douteuse, mais bon, ça c'est une autre... Bon, allez, laissons Ah, cela. celui-là. Laissons cela. Laissons cela, Laissons cela. exactement. Est-ce que nous nous connaissons? Je ne pense pas. Nous ne pensons pas. Madame, donc j'ai dit toute l'admiration que j'avais pour cette traduction, c'était pas facile. Ce n'est pas une syntaxe comme certains poètes très compliquée. Je trouve ces poèmes admirables. Oui, oui, Absolument. oui. La difficulté, c'est pas de dérouler la syntaxe, mais de rendre la clarté de la lumière, quelque chose comme ça. Je vous félicite, madame. Le poète ne l'a pas fait, mais le commentateur a plaisir à le faire. Ceci dit, pour conclure peut-être la soirée, on nous a donné 1 heure. En fait, si on me pose la question, Alejandro, qu'est-ce que tu cherches dans la poésie? Qu'est-ce que tu privilégies? Est-ce que tu privilégies, comme Borges, la cadence? Est-ce que tu privilégies l'atmosphère? Moi, je dirais, pour conclure, moi, personnellement, je privilégie le sens. Le Le sens.
Où on y va? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on aille ici? Oui, mais il y a aussi là, une fragmentation du mystère, de la lumière. Là, le titre est assez significatif. C'est la lumière en plein mystère. C'est ce qu'il y a souvent de difficile à attraper dans cette poésie. On n'a pas de prétexte théorique, idéologique, sociologique, etc. C'est une pure évidence, et l'évidence, c'est ce qu'il y a de plus difficile à traduire. Madame, je vous rends hommage. Donc maintenant, on remercie la librairie Esperanto. Voilà. Il y a un verre de l'amitié, je pense. Et Oui. puis voilà, il y a les signatures des livres, si vous voulez bien. Où est-ce que ça se passe, la signature? Ici, ou pas? Ah, ici. Ici, oui, oui. Bon, merci beaucoup. Pour votre présence.